Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3 comme chaque mardi, chaque mercredi et chaque vendredi matin à 10h sur Twitter, sur YouTube, sur Twitch avec mes invités, mes chroniqueurs pour parler crypto, blockchain et actualité. Avant de démarrer, un grand merci à notre partenaire, l'école blockchain Alira. Alira, c'est la première école blockchain de France depuis 2019 qui vous forme au métier de la blockchain, de la finance décentralisée, de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies. Alors, petite anecdote, moi, j'ai moi-même suivi leur formation de consultant blockchain entièrement prise en charge par les aides du Pôle emploi, mais ça marche aussi avec le CPF, les aides de la région, etc. Donc, si vous aussi, vous souhaitez vous lancer dans les nouvelles technologies, eh bien, Alira vous offre 100 € de remise sur l'ensemble de ces formations. Et pour ça, il vous suffit simplement de prendre rendez-vous grâce au lien qui se trouve en description de la vidéo sur YouTube, mais également des podcasts. Et puis, je vous le mets également dans les commentaires. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas passer à côté. Merci encore une fois à Alira pour nous soutenir depuis maintenant plus d'1 an. Alors, au programme aujourd'hui, d'abord, grand entretien avec Laurent Houvion. Il travaille dans l'écosystème de la gestion de patrimoine et de la crypto. On va revenir tout à l'heure, évidemment, sur son parcours et sur sa vision de l'écosystème. À 11h30, je recevrai Jonathan Salomon pour sa chronique TradFi, qui nous permettra de comprendre un petit peu ce qui se passe sur les marchés financiers traditionnels et l'impact que ça peut avoir sur les marchés crypto. Et puis, à 11h45, grande table ronde autour du cloud et des DePIN. Et pour ça, je serai rejoint par une flopée d'entrepreneurs du secteur. Je serai avec Axel de Frigom, avec Brieux de Flashback, avec Gaspard de Div Protocol et avec Steve de Ashguard. Alors évidemment, comme d'habitude, vous le savez, l'émission est interactive. N'hésitez pas à tout moment de commenter dans l'émission si vous avez des questions. On essaiera d'y répondre en direct. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de partager la chaîne, que ce soit sur LinkedIn, mais également sur Twitter, également sur YouTube, bien sûr, abonnez-vous. Et puis, si vous écoutez l'émission en replay directement en podcast, n'oubliez pas, bien sûr, de noter l'épisode, puisqu'on peut mettre des petites notes et de vous abonner pour être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Alors, voilà pour la petite introduction. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on reçoive notre première invité du jour, Laurent Houvion. Hop, c'est parti. Bonjour, Laurent. Comment vas-tu? Salut, Jérémy. Ça va très bien. Et toi? Écoute, ça va très bien. Je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne. Alors, petite anecdote amusante, nous ne nous étions jamais rencontrés jusqu'à mercredi, il y a 2 jours, par le plus grand des hasards, puisque nous étions tous deux à l'événement Spotlight organisé par Cube3 à Angers. Et alors, on peut raconter la petite anecdote. On se trouvait juste côte à côte dans la cour et je te dis, salut, alors qu'est-ce que tu fais, toi? Il me dit, je suis Laurent Houvion. Je fais, je suis con. Je te reçois dans l'émission vendredi. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas fait le rapprochement. Mais non. C'est ce qui est assez. Et quelqu'un qui était avec nous disait c'est ce qui me fascine dans cet écosystème, c'est qu'effectivement, on peut se connaître sans se connaître. En fait, je sais qui tu es, je connais ton travail, je sais. Voilà, on avait échangé. En plus, on échangeait depuis le début de la semaine, mais on ne s'était pas encore forcément beaucoup rencontrés. IRL comme on dit, et du coup on ne se connaissait pas, on ne s'est pas reconnus. Bon. En plus, moi c'est vrai qu'on me reconnaît rarement d'ailleurs, si tu veux savoir, peut-être parce que parfois j'ai un peu de barbe, des fois j'ai une moustache, et puis voilà, donc on ne me reconnaît pas beaucoup, et d'ailleurs c'est très amusant parce que très souvent je vois des invités que j'ai reçus dans l'émission avec lesquels on a passé 2 heures en ligne, vraiment, et puis je les vois en vrai, et là ils me disent désolé mais je te remets pas, et j'aime bien. Écoute, a priori je me souviendrai quand même, mais bon, tu me diras, mais tu me le rappelleras, tiens, si jamais ça m'arrive, tu me rappelleras ce que je viens de dire. Ça marche, ce sera drôle. Bon, en tout cas, merci de prendre merci le temps à toi. de venir dans l'émission. Alors, pour être très transparent, on va parler ensemble. J'ai prévu évidemment quelques questions, mais il faut savoir un truc assez amusant, c'est qu'à la base, quand je te contacte, c'est parce que je vois passer sur LinkedIn que tu es le nouveau président de la DAN. Et je me dis, allez, go. J'avais reçu évidemment Faustine dans l'émission il y a quelques mois de cela, et je me dis, tiens, un changement de gouvernance.
je vais l'inviter. En plus, alors, par ce prisme-là, je découvre en plus que tu fais plein de trucs, donc je me dis que ça va être passionnant, c'est pas le sujet. Et entre-temps, je reçois Valentin, donc le président de Cube 3, fondateur et organisateur. Il me dit non, mais il est plus président. Non, il était président par intérim. Dans l'émission, en plus, il me dit ça. Et je dis, ah bon? Il me dit, mais oui, c'était juste en attendant. Je fais, bon, bah tant pis, je m'en fous, ça change rien, tu vois, on va quand même avoir plein de trucs. Et là, je viens de voir que tu es désormais donc vice-président. Je suis redevenu vice-président. Ouais. Okay. Alors, on va revenir sur le parcours, mais voilà, c'était juste pour parler un petit peu de comment je suis tombé sur toi. Et voilà, comme quoi, dans ce milieu, ça peut aller très vite. On peut passer de président à vice-président. Tu vois, t'es pas parti trop loin. Ouais, bon, alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, on va commencer rapidos. Alors, tiens, en 30 secondes, rapidement, après on rentrera un peu dans le détail évidemment de ton parcours. En 30 secondes, comment tu te présentes, qui es-tu, et quand on te rencontre lors des événements, comment tu te présentes? Alors, il y a plusieurs choses. Moi, je suis quelqu'un qui a une formation très classique, école de commerce, etc., etc. Et j'ai toujours évolué, quels que soient les secteurs d'activité. Ce qui m'a toujours intéressé et passionné, c'est de regarder les choses différemment et de répondre à la question, mais pourquoi on fait ça comme ça? Et en général, quand on me dit, parce qu'on a toujours fait comme ça, c'est là que ça m'intéresse, et c'est là que je me dis, bon, on va peut-être creuser et regarder si on ne peut pas faire les choses différemment. Et j'ai fait ça dans les logiciels, j'ai fait ça dans la banque, j'ai fait ça dans les paiements, j'ai fait ça dans l'hôtellerie, dans le transport, dans l'assurance vie, dans la gestion de patrimoine maintenant. J'ai fait ça en tant que salarié, j'ai fait ça en tant qu'associé, j'ai fait ça en tant qu'entrepreneur, en tant que consultant, en tant que j'ai exercé beaucoup d'activités différentes, et mon moteur à moi, c'est vraiment ce que je viens de te décrire, et donc tout ce qui va toucher à l'innovation, à la transformation, qu'elle soit digitale, technique, technologique, logicielle, enfin tout ce qu'on veut, c'est ça ce que je fais. Après, ce que je suis au travers de fonctions, aujourd'hui, je suis directeur innovation d'un groupe qui s'appelle DLPK. Alors, DLPK, c'est pas un groupe très connu du grand public. On est un acteur de la gestion de patrimoine, de la gestion d'épargne et de la gestion d'actifs. Notre métier, c'est d'agréger des produits d'assurance vie, bancaire, immobilier, crypto, produits structurés, prévoyance, etc., et de packager ces produits et d'en faire des solutions patrimoniales qui sont utilisées au travers de nos différentes plateformes par des conseillers en gestion de patrimoine, des banquiers privés, des family office, pour leurs clients. Ça, c'est le métier du groupe. Et dans ce métier-là, on fait de la conception de produits, on fait de la gestion aussi. On va revenir sur tout ça. Là, c'était vraiment le but, c'est d'avoir une rapide exécutif summary, comme on dit dans les levées de fonds. Rapidement avoir un petit truc, mais on va y revenir. Alors, c'est passionnant parce que j'ai découvert ça en préparant un petit peu l'émission. Et en fait, ça me parle énormément parce que moi, en gros, de mes 19 ans à peu près, pendant 4, 5, non, peut-être un peu plus, pendant presque 8 ans, j'ai été moi-même soit conseiller en gestion de patrimoine, soit j'ai fondé des cabinets de courtage en gestion de patrimoine, assurance de personnes, etc. Donc, c'est une partie de ma vie aussi. Donc, ça va être intéressant justement de pouvoir échanger là-dessus. Et après, de faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui, parce que moi, j'ai toujours dit un jour, la boucle sera bouclée. C'est-à-dire que moi, j'ai fait de la gestion de pat, notamment assurance vie, produits structurés, contrats retraite, défiscalisation, tout ça. Et puis là, de la crypto depuis 2017. Et je me dis un jour, il y aura de la crypto dans les produits structurés, assurance vie, etc. Et je sens qu'on y vient. Il y a énormément de barrières. On y reviendra. J'avais reçu d'ailleurs à l'époque Cyril de Mélanion Capital. Ouais. Qui est également passionnant sur le sujet. Donc bref, en gros, ça va être hyper intéressant. Alors peut-être si on revient un petit peu sur ton parcours, tu as quel âge? Moi, j'ai 52 ans. 52 ans. Et alors déjà, pour le coup, moi, j'adore l'idée qu'un mec de 52 ans dise aujourd'hui IRL, soit à fond dans l'innovation, etc. Et ça permet de casser aussi un peu une idée reçue OK, mais alors la blockchain, c'est un truc de gamins de 25 ans, 18-25 qui font des meme coins. Non, il y a des vrais professionnels qui postent dans ce secteur. Alors, il y a des gamins de 25 ans qui sont des vrais professionnels aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est bien d'avoir finalement tous les âges, toutes les cultures, tous les genres d'ailleurs. On voyait mercredi à l'événement qu'il y avait plein de femmes. Donc voilà, c'est un milieu qui est diversifié, qui se diversifie.
Euh, Mmh. et donc ça, c'est plutôt cool hein, d'avoir ces différents profils. Alors pour revenir un peu sur ton parcours, tu parlais d'école de commerce. Moi, j'aime bien poser la question, tu as fait des voyages, que ce soit pour des stages, ou est-ce que tu as déjà vécu à l'étranger est-ce que ça t'a... Voilà, ça a fait une partie de la personne que tu es aujourd'hui ou pas du tout, tu es resté sur la Ah France? oui, moi j'ai eu la chance, quand j'étais enfant, de l'âge de 5 à 9 ans, de vivre en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pendant 4 ans. Mon père était expat là-bas et j'ai gardé, de ce passage-là le souvenir d'une forme de brassage et d'hyper ouverture. J'étais au lycée français, enfin l'établissement français, l'établissement Jean Mermoz, et donc j'étais avec tout un tas de gamins qui étaient français, ivoiriens, camerounais. Il y avait tout un tas de nationalités. Et je me souviens un truc, c'est mes parents qui me l'ont raconté après. Moi, je n'avais pas forcément ce souvenir-là. Mes parents me demandaient toujours, mais il est de quelle origine? Enfin, est-ce qu'il est et je comprenais. Ils me disaient, mais tu savais pas répondre à la question en fait. Et j'aime bien cette idée de dire que j'ai grandi dans ce rapport de personne à personne, sans filtre de savoir s'il était blanc, noir, jaune, asiatique, africain, etc., etc., et qu'on était juste des gamins qui jouaient dans la cour de récréation, et ces questions-là n'étaient pas des questions qui se posaient, à C'était l'époque. déjà, il y a sans doute ton passage de 4 ans en Afrique a peut-être joué là-dessus, mais il y a aussi une question, je crois, de société. Moi, je sais qu'on se posait moins la question déjà à l'époque, pourtant j'ai que 37 ans, mais déjà on se posait moins la question. Et j'entends des personnes qui ont 10, 20 ans de plus que moi et qui me disent à l'époque on ne se la posait pas du tout. Donc déjà même la société a changé de ce point de vue-là au niveau communautaire. Ouais, ouais, ça c'est quelque chose effectivement qui a beaucoup changé pour plein de raisons, et rarement de bonnes raisons d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a, il y a une forme de repli et de communautarisme, qui d'ailleurs, tu vois, si on prend l'exemple du Web 3, au début, moi, quand je suis arrivé dans l'écosystème, ouais, il y avait une forme enfin, c'est pas facile de s'insérer dans l'écosystème. Il y a tu vois, de se faire une place, de se faire un nom, et puis surtout d'être légitime et crédible. Ça prend du temps, ce qui est normal, parce qu'on va pas donner du crédit à n'importe qui arrive. Mais ouais, ouais, il y avait une forme de barrière à l'entrée sur qui est celui-là, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il est là, qu'est-ce Marrant, qu'il... c'est marrant que tu me dises ça. C'est vraiment contre-intuitif ce que tu me dis. Parce que c'est pas forcément l'image et même l'expérience qu'on rapporte. Au contraire, à l'inverse, on nous dit souvent que putain, dans le Web3, c'est trop bien. On est tous des PFP. Et donc, en fait, tout le monde parle avec tout le monde. On s'en fout complètement d'où tu viens, qui tu es, ton âge, ton genre, etc. Et après, dans la vraie vie, donc là, je ne parle pas des réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, au contraire, à l'occasion des événements, des conférences, etc., on a plutôt un retour positif. Mais c'est bien que tu le nuances. Moi, j'adore ça, au contraire, où en fait, on a l'impression que, au contraire, c'est un écosystème qui est hyper ouvert, dans lequel tu peux devenir un expert en 6 mois, 1 an, alors que dans des secteurs plus traditionnels, tu es obligé d'avoir 20 ou 30 ans de carrière pour avoir le droit de parole. Alors que dans la crypto et le Web3, il suffit d'avoir fait un truc pendant 6 mois, 1 an. Et donc, ce que tu nous dis va un peu à l'encontre de cette image que je partage en partie. Hein. Donc c'est amusant, c'est intéressant d'avoir ce point Ouais, de vue. alors après, c'est peut-être aussi une perception biaisée de ma part, et c'est peut-être une idée que je me suis fait au début, mais enfin, ça prend du temps. Par contre, je suis d'accord avec toi, tu as énormément d'events. Bah là, forcément, si tu multiplies les intervenants, et les gens qui participent aux events, oui, j'ai aussi découvert un écosystème qui est hyper bullish, qui est concentré sur ce qu'il fait, qui est néanmoins très ouvert. Dès que tu peux apporter une solution, une idée, du business, etc., etc., il y a quelque chose d'ouverture. Mais ce que j'ai ressenti, c'est que quand même, il y a une forme de... On va se dire, OK, avant d'accorder un peu de crédit ou un peu de légitimité, on va quand même patienter et regarder. Je pense Mais que c'est pas un reproche, hein, non, mais c'est plutôt j'ai normal. envie de te dire, je pense, pour être dans l'écosystème
depuis 2017, donc pour l'avoir un petit peu vu évoluer, je pense que c'est le résultat de ce trop de confiance qu'il y a eu justement entre 2017 et 2020-2021, où en fait on parlait à tout le monde, on investissait dans tout le monde, on parlait à tout le monde, on donnait la parole à tout le monde, et qu'en fait il y a eu tellement de dérives, de scams, de rugs, de projets scammy, de personnes pas très intentionnées, etc., que peut-être, je pense, et c'est plutôt sain d'ailleurs, que l'écosystème a mis quelques barrières à l'entrée parce que moi, je me rappelle de l'époque des ICO, je me rappelle aussi du bull run de 2020, où des mecs, ils levaient des millions avec rien. Et peut-être que l'écosystème, entre-temps, s'est dit, bon, on va peut-être augmenter la due deal, on va peut-être éviter de donner la parole à n'importe qui. Mais tu vois, quand tu compares avec le milieu de la finance traditionnelle, de l'assurance, de la banque, etc., que tu connais très bien, si tu veux être invité à parler sur un panel, tu es obligé d'avoir 50 balais ou alors d'avoir monté une licorne dans la fintech. Ou de sponsoriser l'émission. Ou de sponsoriser, et ça coûte une blinde. Et c'est vrai que dans le Web3 et dans la crypto, tu peux être invité à donner ton point de vue, à participer à des tours de table, etc. De façon plus facile, la barrière à l'entrée est beaucoup plus basse. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de monde, déjà, évidemment, donc c'est plus facile. Hein. Et aussi parce que voilà, c'est facile de se prévaloir d'être bon dans ce qu'on fait, peut-être plus rapidement. Mais c'est peut-être le cas pour tous les secteurs en innovation. Hein. Aujourd'hui, dans l'IA, je pense que c'est pareil en France. Hein. Tu montes un truc d'IA qui marche un peu, tu écris 3-4 articles sur le sujet sur LinkedIn et tu peux rapidement devenir ouais, putain, le mec, c'est un expert. Hein. Je ne sais pas si tu as ce même ressenti. Oui, alors ça, les experts ou les pseudo-experts, et même, et j'en connais qui ont 20 ou 25 ans d'expérience, ça fait 15 ans qu'ils prédisent tout à l'envers, mais ils continuent d'être experts et de valoriser leur expertise. Dans tous les secteurs, d'ailleurs. Dans tous les secteurs, ouais, ça, c'est pas tellement un sujet. Mais vraiment dans la relation entre les membres d'un écosystème, disons. Mais alors après, il y a peut-être aussi un côté générationnel. Hein, c'est-à-dire que moi, je vois, alors je suis un peu plus vieux que la moyenne d'âge des gens dans les conférences, etc. Toi, tu l'es encore un petit peu plus. Et donc, c'est vrai que moi, je vois les conférences où il faut aller pour aller faire partie du sérail, entre guillemets, où il faut aller dans tous les clubs, les soirées, les trucs et tout. Ouais, tu as intérêt voilà, d'avoir l'énergie, d'avoir le temps, d'avoir envie aussi. Et je peux comprendre, si tu n'es pas dans ce délire, peut-être que ça met un peu plus de temps, peut-être c'est ça ou… Ouais, il y a ça aussi. Après, j'ai aussi rencontré des personnes, mais vraiment inspirantes, extraordinaires. Certains et certaines sont devenus des amis, donc je veux pas non plus que mon propos soit mal interprété, mais c'est vrai qu'au début, et moi je suis aussi quelqu'un de très de très humble dans tout ce que je fais, parce que si tu veux, mon métier, je te dis, c'est l'innovation. L'innovation, tu te réveilles tous les matins en te disant qu'est-ce qui aujourd'hui va remettre en cause tout ce que je fais depuis près de 30 ans maintenant que je travaille. Et donc il y a cette forme, et c'est vrai que sur les sujets de crypto au sens large, moi je vais tous les jours, je vais croiser quelqu'un qui va m'apprendre des choses. Ouais. Et il y a ce côté aussi chez moi qui fait moi aussi, avant de prendre la parole et avant de me sentir légitime sur un sujet, je vais quand même un peu potasser et tester 2-3 trucs avant d'aller montrer ma tronche sur les plateaux de télé ou dans les journaux en affirmant des choses. Et je me souviens au tout début, dans mes premières interventions et autres, j'ai dit un paquet de saucisses et de bananes qui n'étaient pas, voilà, parce que j'avais pas assez bossé mon sujet, quoi. Non, mais déjà, merci pour cette humilité, cette transparence. Tout le monde n'en est pas capable, loin de là. Et effectivement, ce dont tu parles là, c'est effectivement un autre sujet, mais qui est tout à fait lié. Et là, c'est vrai, on est dans un écosystème où on apprend tous les jours. Moi, je le vois parce que j'anime 3-4 émissions par semaine. Et à chaque fois, je sors de ces émissions avec plein de nouveaux points de vue, avec des nouvelles informations, des nouvelles expertises et tout. Et moi, je m'abreuve de ça. Moi, je dis toujours, je fais ces émissions pour moi avant tout. Hein. Pardon si c'est un peu égoïste, mais si ça plaît à d'autres,
tant mieux. Mais au départ, je le fais pour moi parce que ça me permet voilà, de m'abreuver ça. Donc ça, je te rejoins complètement là-dessus. Et après, ouais, le fait de ne parler que de sujets que l'on maîtrise, ce devrait être normalement la morale de tout le monde. Mais tu as raison, elle n'est pas forcément partagée. Et puis après, il y a les contextes qui font que tu te retrouves sur une table ronde ou sur un plateau télé, et puis tu as préparé, tu as un script et tout, puis tu as toujours quelqu'un qui se tourne vers toi, qui te pose une question qui n'était pas prévue, tu essayes de répondre intelligemment. Ce sujet, je n'ai pas d'avis ou je n'ai. C'est pas ouais, tu peux le dire, mais tu as toujours si tu veux, tu as toujours un bout d'avis, en fait. Tu as toujours ou un bout d'idée. Et il m'est arrivé parfois de me lancer dans des réponses et j'aurais mieux fait de dire je ne sais pas. Ouais. Non, mais c'est bien. Déjà, c'est beau de le reconnaître. Je répète, hein, c'est vraiment pas fréquent. Et puis, de toute façon, il n'y a que ceux qui n'ont rien dit qui n'ont pas dit de bêtises. Donc, bon, je pense que c'est pas le. Oui, après, je le vis bien. J'ai pas de. Ouais, ok. Alors, tiens, revenons un petit peu en arrière, si tu veux bien. Les cryptos, justement, la blockchain, tout ça. Comment, toi, pour la première fois, tu es confronté ou tu rencontres justement ces sujets-là? Alors, moi, on est fin 2015. Je suis directeur innovation du Crédit Mutuel Arkea, donc groupe bancaire régional basé à Brest. On bosse là-bas et dans nos ateliers, nos groupes de travail, innovation, etc., on commence à regarder, à parler de la blockchain, du principe de consensus, etc. Et en fait, nous, on le voit sous l'angle, c'est une technologie qui prétend et qui ambitionne de s'affranchir de tiers de confiance. C'est le fondement même du sujet, plus de tiers de confiance. Et quand tu es une banque et qu'on vient t'expliquer qu'on va supprimer les tiers de confiance, tu tends un peu l'oreille et tu dis « Ok, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Et donc, je commence à creuser le sujet et je participe à une conférence, elle va être en octobre ou novembre 2015, dans laquelle je rencontre Philippe Devost et Nadia Filali. Donc, tu vois, c'était quand même toujours du très traditionnel. Et là, je rencontre des gens qui me parlent de Bitcoin et je comprends rien. Mais quand je te dis qu'ils me parlent ils me montrent leurs clés, ils m'expliquent le truc, le machin, donc c'est la fin 2015 que j'entends parler de Bitcoin et en fait, j'accroche pas sur Bitcoin et je reste sur cette idée de blockchain, de grands livres ouverts, distribués, décentralisés, etc., etc. Et on fait des projets dans la foulée au Crédit Mutuel Arkea. On fait un des premiers projets bancaires de KYC, donc tout ce qui touche à la connaissance client distribuée, où on pouvait se partager des informations clients, mais sans, notamment sur les documents d'identité, de justificatif d'adresse, etc., etc. Donc on fait ce projet-là avec IBM à l'époque. Et c'est comme ça que je rentre dans mes travaux. Et puis après, j'entends parler d'Ethereum, des communautés, etc. Et très honnêtement, à cette époque-là, je n'accroche pas avec le truc et surtout, je ne creuse pas suffisamment ces cas d'application, parce qu'en fait, Bitcoin et Ethereum sont des applications de la blockchain. Et moi, je reste focus sur la tech, si tu veux. Et c'est bien plus tard, en 2019-2020, que je me dis, bon, à un moment, il va quand même falloir que je comprenne et que je plonge dans ce truc-là. Et c'est à ce moment-là que je plonge dans les sujets. Et là, vraiment, dans Bitcoin, Ethereum et tout ce qui a suivi, etc. etc. Donc, c'est pour ça que moi, l'écosystème et la communauté, pourquoi j'y reviens, on est en septembre 2021. Je suis à Amsterdam sur un event qui s'appelait le Money 2020. Et là, pareil, tout le monde parle de blockchain, de stablecoin, etc., etc. Et sur une table ronde, il y avait Faustine Fleuret, qui était présidente de l'ADAN à l'époque. Et à l'issue de la table ronde, je dis voilà, moi je bosse dans un groupe gestion de patrimoine. C'est quoi l'ADAN? Je connaissais pas. Et puis on commence à discuter. Et là, c'était parti, quoi. Parce que en fait, l'autre angle, c'est que du point de vue de DLPK, moi j'ai dit on peut pas passer à côté de ce sujet-là et il va falloir qu'on construise des choses pour nos conseillers en gestion de patrimoine, family office, banquier privé, etc., etc. Donc, voilà un peu comment j'y suis arrivé. Et en fait, réellement, ça fait 4-5 ans
que je suis vraiment immergé dans le sujet et que je creuse le sujet. Même si, je te dis, la première fois que j'ai entendu parler de Bitcoin, c'est en fin 2015. Mais je suis passé à côté du sujet à l'époque. Et tu vois, c'est amusant parce que j'ai un petit peu, comme je te dis, préparé l'émission et j'avais souvenir. Donc moi, je suis rentré plus tard. Hein. Moi, j'ai découvert ça, je te dis, en 2017. Et la première boîte, c'était janvier 2018. Mais avant ça, pareil, de façon très lointaine. Mais j'ai regardé un petit peu les archives sur Internet et j'ai vu qu'en 2016, Arkea, justement, eh bien, lance une initiative liée à la blockchain, liée à IBM. Donc, ça nous rapproche un petit peu de ce que tu nous disais. Tu peux nous raconter un petit peu à l'époque, est-ce que déjà tu es impliqué dans ce projet? Si oui, comment? Et surtout, comment c'est perçu dans la banque, entre guillemets? Parce que Crédit Mutuel, c'est un peu la banque. Alors, je connais plus la Bred, mais ça reste quand même une banque assez, voilà, une banque qui est régionalisée, non? Crédit Mutuel. Ouais, en fait, c'est une banque régionale et tu as deux grands pôles. C'est-à-dire tu as le Crédit Mutuel qui s'appelle Alliance Fédérale, je crois maintenant, qui regroupe la quasi-totalité des crédits mutuels en France, et le Crédit Mutuel Arkea, les irréductibles bretons, donc le Crédit Mutuel de Bretagne et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, qui sont indépendants et qui revendiquent cette indépendance. Donc quand on fait le projet côté Crédit Mutuel Arkea, ça n'a rien à voir avec tous les autres crédits mutuels. Et donc, ce projet-là, c'est moi qui le pilote au sein du Crédit Mutuel Arkea. Et c'est un peu ce qui a fait aussi mon départ d'Arkea, parce que moi, j'avais rencontré énormément de startups pour faire le projet. J'avais compté Stratum à l'époque, je me souviens, il y avait pas mal de gens, et qui étaient, j'estimais, beaucoup plus agiles, beaucoup plus dans l'écosystème, beaucoup plus intéressants intellectuellement parlant. Enfin, il y avait plein d'avantages à travailler avec eux. Et on m'a expliqué que IBM, c'était bien, et puis que quand on ferait des communiqués de presse avec IBM, ça aurait quand même plus de portée, etc. Et je me souviens que ça m'avait super frustré, moi. D'abord parce qu'il avait fallu que je revienne vers des gens avec qui j'avais un excellent feeling et autres pour leur dire qu'on n'allait pas travailler avec eux. Et puis travailler avec IBM. Les gens d'IBM ont été formidables, on a fait un très beau projet, mais voilà, à la IBM, c'était devenu un projet bancaire, quoi. C'est-à-dire un peu lourd, pas très agile. On a fait un truc, et puis c'est un projet qui malheureusement a fini, j'appelle ça les projets de rapport annuel. C'est-à-dire que on était dans le rapport annuel, c'était super, mais le projet, il n'a jamais passé à l'échelle, il n'a jamais été industrialisé pour plein de raisons, et c'était aussi un POC. Mais je sais qu'à l'époque, on avait regardé aussi sur de la custody, on avait regardé des projets pour faire des produits structurés, on avait identifié plein de différents petits projets. Et puis finalement, on avait fait celui du KYC distribué, qui était peut-être le plus défensif, entre guillemets. Après, l'objectif, c'était pas de faire un grand projet, c'était aussi de mettre les mains dans le cambouis d'un point de vue tech, et d'aller travailler sur une blockchain, de développer, etc. Donc il faut remettre aussi ces objectifs-là en perspective. Et puis en fait, quand le projet est sorti, je me suis dit non, mais moi, voilà, ça faisait 6 ans que j'étais au Crédit Mutuel Arkea. Je dis, moi, je veux retrouver mon indépendance et je veux refaire des projets, moi, tout seul, et pas subir, entre guillemets, une décision parce que IBM, c'est mieux que une start-up qui a 2 ans d'existence, mais qui faisait déjà des choses hyper intéressantes. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi, je me rappelle avoir bossé avec des boîtes, aussi des très grosses boîtes, et avec leur département innovation. Genre, j'avais bossé avec Allianz, par exemple, leur grande tour et tout. Et puis, ils ont un département innovation. Et en fait, leur taf à eux, c'est de tester des trucs, quoi. Et en fait, c'est impressionnant. Peut-être les gens ne se rendent pas compte que tu fais un rendez-vous. Au départ, évidemment, ils sont bullish à fond. Ils trouvent ça génial. Et puis après, voilà, on va en parler. Et après, ça prend des semaines, ça prend des mois. Et à la fin, la plupart du temps, effectivement, ça mène à rien. Mais je pense que c'est le concept même d'un département innovation, c'est de tester, d'envisager, d'étudier 1000 pistes. Et puis un jour, tu auras un truc. Et dans l'écosystème bancaire et assurantiel qu'on connaît un petit peu,
tu as un effet d'inertie qui est massif parce que c'est des mammouths et pour les faire bouger, il y a un niveau de strat qui est énorme. Et surtout, il y a un effet d'entraînement. Personne n'a envie d'être le premier. Personne n'a envie d'essuyer les plâtres. Alors que si il y en a un qui se lance et qui lance une initiative folle, là, par contre, tous les autres vont courir, tous les cabinets de conseil vont dire moi aussi, je veux surfer dessus. Et on l'a vu notamment à l'époque du luxe dans les années 2020-2021 où moi je me rappelle, encore une fois, je bossais avec certaines grandes marques où en fait on nous sollicitait en disant moi aussi je veux faire un jeu vidéo Web3, moi aussi je veux un truc dans le métavers, moi aussi je veux des NFT. Alors que quand tu allais les voir un an après pour être précurseur de ça, ils te disaient bah, on va réfléchir. Voilà, il faut bien comprendre qui est un peu frustrant d'ailleurs, mais bon. Et souvent, les suiveurs, quand ils viennent te voir, ils viennent te voir en disant bah, moi aussi je veux mon jeu Web3, pourquoi? Bah, ils ne savent pas répondre en fait. Pourquoi? Bah, parce qu'il faut. On m'a dit qu'il fallait que nous aussi on ait un jeu Web3, quoi. Et donc c'est compliqué d'entrer ça dans des stratégies vraiment pensées, développées, etc. etc. Après, c'est là où effectivement ils n'ont pas compris le sujet. Mais ils ont compris que ça pouvait être une opportunité. Et c'est là où justement, les cabinets de conseil sont censés, évidemment, leur dire, OK, donc vous avez une volonté d'aller sur ce type d'innovation. Maintenant, il faut que ça fasse sens avec votre marque, avec votre produit, avec votre image, et puis qu'au fait, il faut qu'on y trouve un peu une utilité quand même, tu vois. Ouais, mais le problème, c'est que l'histoire, elle est toujours la même. Je vais te prendre, on est fin des années 90, début des années 2000. Tu vois émerger des bourses directes, des Fortunéo, des acteurs qui te proposent de faire de la bourse en ligne, quoi. Et toutes les banques rigolent, toutes, sans exception aucune. Toutes les banques sont pliées de rire, elles regardent ça en disant n'importe quoi, etc. Et 10 ans après, elles rachetaient tous un acteur pour faire de la bourse en ligne. Et encore 10 ans après, c'est-à-dire aujourd'hui, les banques traditionnelles, sincèrement, la bourse, alors il y en a peut-être quelques-unes qui ont encore des PEA de leurs clients, mais c'est peanuts. Tout le marché a été pris par des acteurs, alors soit qui ont été rachetés par des banques, donc tu me diras c'est toujours les banques, mais en tout cas les banques traditionnelles, les sujets bourse. Moi je me souviens quand on a fait tous nos projets d'app mobile, de refonte des sites web, etc., la bourse, il n'y avait personne qui l'utilisait. On s'est dit non, mais on va reprendre, on va faire des iframes de ce qui existe déjà, on ne va pas s'emmerder à tout refaire. De toute façon, personne n'utilise les services. Donc, et ça, c'était il y a 10 ans, je ne vais même pas imaginer ce que c'est aujourd'hui. Dans 20 ans, on refera l'interview et je te dirai exactement la même chose sur les cryptos. C'est-à-dire que les banques, depuis 5-6 ans, elles rigolent en regardant les Conhouse, les Paymium, les Staking Sat, les Ledger, etc., en disant non, mais ça, c'est pourri, c'est machin, etc., etc. Alors, qui plus est, il y avait les sujets de réglementation, etc., et puis tout le discours sur ce que sont les actifs numériques, etc., etc. Là, tu as quelques banques qui commencent à se dire, mais tu vois, on est 10 ans après, tu as quelques banques qui commencent à se dire, il faudrait peut-être qu'on se bouge et qu'on en propose à nos clients, parce qu'à force de voir passer des études qui disent que les clients aimeraient bien en acheter, ils aimeraient bien le faire par leur banque traditionnelle, BPCE va se lancer, Crédit Mutuel Arkea en Belgique va faire des choses, mais ça reste un peu confidentiel, marginal, et dans les 10 années qui viennent, elles vont soit racheter des acteurs pour intégrer le service, soit le marché aura été fait ailleurs. Et tu as vu les publications de Revolut qui sont sorties il y a quelques semaines, ou je crois que c'était même la semaine dernière, la traction de Revolut sur les cryptos et pourtant, franchement, Revolut, c'est quand même pas la meilleure performance, c'est pas les meilleurs positionnés en termes de frais, en termes de coûts, etc., etc. Et pour autant, ils font un carton absolu sur les actifs numériques. Et les banques regardent ça. Elle continue de rigoler, un peu moins, mais elle passe encore une fois à côté du sujet. Ouais, mais tu vois, pour le coup, alors bon, Revolut, effectivement, bon, il y a plusieurs sujets. D'abord, le produit, j'ai envie de te dire, c'est malheureusement souvent secondaire. Et alors que le marketing, l'interface, etc., moi, les gens sont prêts à payer plus cher. D'ailleurs, tu sais, il y a une opacité sur les frais bancaires. En plus, on ne s'en rend pas vraiment compte. Donc, je pense que ce n'est pas trop le sujet. Mais par contre, quand ton application, elle est belle, elle va vite. Et il y a aussi ce côté ostentatoire. Tu aimes montrer ta carte Revolut parce qu'elle est personnalisée, parce qu'elle est stylée. Tout ça, c'est du marketing, tu vois. Et donc, si tout ça est bien travaillé,
À côté, tu peux te permettre d'avoir un produit qui, comme tu le dis, est peut-être pas le meilleur, mais je vois quand même les banques, notamment on a vu Société Générale qui avait lancé Capsule, c'était un peu la néobanque un peu pour les jeunes avec un marketing hyper dégène, une application hyper simplifiée. Crédit Mutuel Arcane, on avait fait Bimix avec Fun Radio à l'époque. Ok. Il y a BNP, je crois qu'avec Hello Bank, pour essayer de la jouer aussi. Donc, il y a eu quand même cet effet mimétique, soit j'achète, soit je lance ma propre néobanque, ou en tout cas banque en ligne avec un côté un peu jeune, avec des produits, voilà, il n'y a pas d'agence, il y a un chat, etc. Donc, bon, le secteur évolue quand même là-dessus. Mais c'est vrai que concernant la crypto, moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est effectivement ces banques qui ont fermé les comptes à tour de bras des particuliers, des entreprises pendant des années, et qu'à un moment donné, eux, en coulisses, et ça on ne le sait pas, mais utilisent la blockchain pour un certain nombre de transferts en stablecoin, etc. Et ça, on ne le sait pas vraiment, mais on sait que c'est très, enfin, je vous dis, c'est très utilisé, notamment pour les transferts internationaux, etc. Mais voilà, voilà, quand c'est eux qui proposent un service crypto, ça le fait. Ça, moi, l'exemple typique, c'est Boursorama. Je ne sais pas si tu as suivi le truc. C'est les premiers à fermer des comptes parce qu'il y avait des transactions crypto. Et là, désormais, ils proposent un service crypto. Donc voilà. Donc si c'est pas, ils proposent les ETP, ETN de CoinShare et d'autres. C'est pas encore de la crypto. Ça reste des produits traditionnels, régulés, etc., avec un sous-jacent crypto, mais ils sont encore loin de proposer ce que peut proposer Revolut ou les plateformes Psan. Ça, je vais te dire en soi, pour le grand public, pour le client lambda, il y a écrit investissez en crypto. Que tu les détiens vraiment, que tu les détiennes pas, que ce soit un ETN, un ETP, que ce soit de la vraie crypto en custodie, que ce soit de ça. Je crois que le grand public, il ne sait pas, lui. Tu sais, il investit dans Bitcoin, il investit dans Ethereum, dans Solana. Avant qu'il se pose la question de savoir est-ce que c'est vraiment l'actif, est-ce que c'est juste un indice, est-ce que tout ça, il y a un peu de temps, tu vois, et ça permet à l'acteur de se positionner en disant… Après, la stratégie est bonne, et moi, ça fait longtemps que je dis aux établissements traditionnels, que ce soit les assureurs pour les produits d'assurance vie ou les banques sur les comptes titres et autres, je leur dis, mais OK, vous voulez pas mettre de Bitcoin, j'entends, j'ai pas de sujet, mais il y a plein de choses qui sont aujourd'hui éligibles et que tu peux mettre dans l'assurance vie, des OPCVM sectoriels, les produits, alors je sais pas pourquoi, à chaque fois que je fais ça, ça fait des petits pouces. Il y a une reconnaissance quand tu fais ça. Ouais, je sais. Alors, si je fais ça, il va y avoir ça va partir en fusée et tout. Enfin bon, bref. Donc, il y a des OPCVM sectoriels. Les produits de Tobam qui existent depuis longtemps maintenant, voilà, OK, il y a 10% de Bitcoin, mais enfin, voilà, au travers de ce qui a été fait dans la loi Pacte, c'est les produits que tu peux référencer. Donc, tu peux, moi, j'entends cette stratégie-là d'y aller par petits pas. Mais même ces petits pas-là, ils prennent des années, mais des années. Hein. Moi, ça fait 4 ans que je dis aux assureurs qu'il faut qu'ils mettent des produits, qu'il y a une vraie demande, qu'il y a un vrai besoin et que c'est le référencement en assurance vie qui créera de l'attraction sur ces produits-là. Ils ne veulent pas en entendre parler. Boursorama, enfin, tu vois, on est début 2025 quand même pour intégrer des ETP, des ETN. Enfin bon, tu pouvais le faire il y a un moment quand même. Et alors, à ton avis, parce que autant avant le cadre réglementaire, on pouvait comprendre. Aussi, la création de produits structurés avec une exposition crypto, que ce soit en étant investi sectoriellement sur des produits crypto, comme c'est le cas de Mélanion Digital, ou encore maintenant, effectivement, il y a des ETF, Bitcoin, Ethereum, et typiquement, alors pas sur un PEA, je crois, mais sur un compte titre, tu peux investir aujourd'hui sur ces ETF. À quoi est due, selon toi, cette réticence, justement, de ces… Alors, je parle vraiment de ces 2-3 dernières années, parce qu'avant, il y avait plein de raisons. Les produits n'étaient pas forcément accessibles, la réglementation n'était pas claire. À ton avis, c'est quoi les dernières réticences, les dernières barrières avant que tout le monde s'y mette? Un des arguments, tu l'as déjà donné, c'est que personne ne veut être le premier. Et ça, c'est des arguments qu'on m'a donnés moi et qu'on continue de me donner aujourd'hui. En me disant, Laurent, je ne veux pas être le premier et je ne veux pas… Et derrière ça, il y a la peur du gendarme, entre guillemets. C'est-à-dire que dans le discours,
il y a la peur d'être stigmatisé par ses pairs, c'est-à-dire par les autres assureurs. Il y a la peur de voir débarquer l'AMF ou la CPR, c'est-à-dire les autorités de tutelle, en disant « Oh là là, vous faites du Bitcoin, mais on va venir vérifier comment vous le faites, pourquoi vous le faites, dans quelle proportion, etc. etc. » Et donc de se prendre des contrôles qui ne sont jamais agréables. Et pour autant, je ne suis pas sûr que c'est parce que tu lances un produit crypto que tu vas te retrouver avec un contrôle AMF. Ce n'est pas le rôle de l'AMF de faire ça, ni de la CPR. Et puis, il y a tout le discours de la BCE. La BCE, ça reste l'autorité de tutelle européenne de l'ensemble des acteurs de la banque et de l'assurance. Et tu connais comme moi les discours de Christine Lagarde sur le sujet et les assureurs. Et j'ai eu des discussions. Et après, derrière tout ça, il y a un problème de connaissance et de compréhension du sujet. Moi, j'ai eu une discussion avec un assureur, et pourtant, c'est quelqu'un qui a priori comprend le sujet, mais dans sa posture et dans son discours, il me dit « Laurent, je ne veux pas un jour me retrouver avec dans mes comptes un Bitcoin qui a servi à financer des activités illégales. » Et j'ai dit « Mais d'abord, ce Bitcoin-là, s'il a été identifié tant que tel, il est déjà blacklisté, il est déjà sur des wallets qui sont, etc. etc. Donc, il n'y a aucune raison qu'il arrive chez toi. Et quand bien même, ce n'est pas parce qu'il arrive chez toi que tu deviens complice de ce qui s'est passé. Et au-delà de ça, si tu fais bien ton travail, tu as tous les outils qui te permettent de tracer l'ensemble des transactions sur un Bitcoin, sur un wallet, sur machin, etc. etc. Et c'est extrêmement simple à faire. Et donc, si tu veux, il y a vraiment, c'est à la fois c'est de la méconnaissance et de la peur, et de la peur et de la méconnaissance. Et en fait, les deux vont de pair. Pour autant, là, le sujet avance. Il y a des assureurs qui clairement sont en train de se préparer. Encore une fois, ils ne veulent pas être le premier. Je pense qu'il va falloir les mettre autour de la table à un moment, et peut-être avec l'AMF et la CPR ou le Trésor, et leur dire si vous le faites, faites-le plutôt de cette manière-là, et qu'on ait 2, 3, 4 acteurs qui, en même temps, fassent des annonces avec... alors, sous couvert de l'AMF et la CPR, ils ne diront jamais fais comme ça. Ils te diront, ils vont te regarder, ils vont dire si tu fais comme ça, pourquoi pas. Mais tu n'auras jamais un blanc-seing de l'AMF sur il faut faire, de la CPR en l'occurrence, il faut faire comme ci ou comme ça. Donc, il y a forcément à un moment une prise de risque. Et les assureurs, les banques, ce n'est pas les champions du monde de la prise de risque. Et dernier point, de leur point de vue, je ne dis pas qu'ils ont raison, mais de leur point de vue, c'est marginal et epsilonesque. Hein. C'est ce que j'allais dire. Le coût-avantage. Ils n'ont pas besoin de ça, tu vois. Alors, moi, je pense qu'ils se trompent en termes d'image, en termes de clientèle, et je pense que dans les 10-15 ans qui viennent, ce sera très, très compliqué de faire venir toute la jeune génération à l'assurance vie, parce que c'est pas un produit qui est bien adapté à la philosophie de cette génération-là, etc. etc. Et surtout, si tu ne leur proposes pas ces produits-là. Mais ça, encore une fois, c'est une vision à plus long terme, et je n'ai pas forcément raison quand j'affirme ça, mais la vision des assureurs, elle est là. Les assureurs, ils ont fait des centaines de milliards de collectes l'année dernière. Tu vois, nous, sur le groupe des LPK, c'est 1,350 milliard de collectes l'année dernière, tout produit confondu, collecte brute. Je ne mets même pas de S à millions sur la partie crypto, si tu veux. Donc, il y a aussi cette réalité-là. Mais je pense que pour le coup, c'est aussi l'offre qui créera la demande. Oui, non, mais complètement. Alors après, il y a un effet d'entraînement qui fait que lorsque un gros acteur viendra sur le marché avec une offre hyper attirante et qui commencera à attirer des milliards en volume, sans doute que ces pairs vont commencer à se dire il faut qu'on y aille. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je me mets dans la peau d'un assureur. Quand tu regardes d'en haut, en fait, et tu vois les chiffres de collecte, notamment de l'assurance vie, si on prend celui-là, parce que c'est le placement avec le livret A préféré des Français. Moi, je me rappelle, c'était il y a quelques années, mais je vais te dire, ne serait-ce que leur proposer une gestion équilibrée,
c'était un effort commercial. C'est-à-dire que la Mmh. plupart, ils veulent du profil prudent, font en euros. La France, elle n'a pas, et les Français n'ont pas, enfin, ils ont une aversion au risque qui est très importante. Donc déjà, aller leur proposer une gestion un peu dynamique, avec, voilà, là déjà, tu as la moitié de tes clients qui ne veulent pas en entendre parler. Sur ce qui reste, il y en a certains qui vont te dire, bon, ok, mais un peu. Et à la fin, ils vont te demander, mais c'est garanti quand même. Bref, donc compliqué. Et Ouais. puis, après, tu vas plus loin sur notamment des tranches de revenus plus importants où effectivement, ils ont les moyens de prendre un peu plus de risques. Et là, ils vont se tourner soit vers des profils dynamiques, soit vers des produits structurés avec des effets leviers sur des durées d'investissement plus longues, créés par des banques d'investissement, etc. Donc là, là, il y a un peu moyen. Mais même ceux-là, s'il n'y a qu'une partie d'entre eux qui voudront potentiellement être investis sur des Ouais. cryptos. Donc, Mais il en reste finalement, voilà, le marché est pas ouf. Ou alors, il est déjà capté par les plateformes d'échange. Et un mec qui fait de la crypto sur Binance ou sur Solana, sur Redium, il ne va pas aller ouvrir une assurance vie. Pourquoi? Parce qu'il y a la fiscalité, la réglementation, les papiers, et puis c'est complètement à l'opposé de ce qu'il fait depuis des années avec son wallet, quoi. Donc, effectivement, on peut comprendre aussi que c'est compliqué pour les assureurs de se positionner, quoi. ouais, mais ça, alors, ça, si tu veux, c'est aussi, et encore une fois, les patterns sont toujours les mêmes. Nous, on a été les premiers chez DLPK avec Norcia, notre filiale pour les conseillers en gestion de patrimoine. On a été les premiers à proposer des produits structurés dans les contrats d'assurance vie. D'accord? Au début, personne ne comprenait rien. En disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi? Etc. etc. L'année dernière, c'est près de 40% de la collecte qui se fait au travers des produits structurés. Il a fallu 10 ans pour faire ça. Mais au début, on avait des partenaires, et aujourd'hui, il existe des conseillers en gestion de patrimoine qui ont compris l'intérêt de la crypto dans la dynamisation de la performance du patrimoine. Euh, et ça, je considère pour le coup que c'est le métier du conseiller en gestion de patrimoine. C'est-à-dire que le métier c'est de constituer, protéger, développer un patrimoine. Dans le développer un patrimoine, on ne demande pas à un CGP de faire 10 ou 12% de performance par an. C'est pas du tout le sujet. Par contre, le métier, je considère, mais si j'étais CGP, mais je ne le suis pas, donc c'est pas moi qui ai raison. On a toutes les études qui démontrent que si tu mets 1%, 2%, 3%, 4%, 5% de Bitcoin, je ne te parle même pas de tout le reste qui est juste de Bitcoin, à un horizon 2-3 ans, qui en gestion de patrimoine, on va considérer plutôt que c'est du court terme, te surperforme la performance globale de ton allocation. Et donc, en gros, si tu as 100% fonds en euros ou 99% fonds en euros et 1% de Bitcoin, à un horizon de 3 ans, tu gagnes 1, 2, 3 points de performance sur ton patrimoine global. Et ça, je considère que dans le conseil en gestion de patrimoine, c'est typiquement ce genre de choses qu'il faut faire parce que 1%, tu prends aucun risque. Mais par contre, au lieu de faire 4% de rendement, tu vas peut-être faire 4,5, 5, 6 en ayant mis 1%. Si tu en mets 2, etc. etc. Et donc, c'est plutôt sur ces sujets-là, je pense, qu'il faut travailler. Après, Il y oui. a aussi un problème, pardon de t'interrompre, mais il y a aussi un problème de modèle économique. Moi, quand je parle avec des conseillers en gestion de patrimoine, ils me disent, OK, moi, quand je vends une assurance vie, j'ai un pourcentage soit précompté, soit un pourcentage linéaire sur le fondement. Je ne parle pas des CGP qui sont payés aux honoraires. Hein. Je parle du CGP qui est payé par la compagnie en frais sur chaque vente, etc. S'ils vendent un produit structuré, c'est pareil, c'est bien payé, c'est précompté, tu as une com sympa, etc. Par contre, quand tu vends de la crypto, c'est compliqué parce que comme je n'ai pas de produits qui sont backés par un assureur sur lequel il peut faire une avance de commission, etc., ben, en fait, ça va être entre guillemets un peu à l'amateur, quoi. Je vais dire à mon client, ce serait bien de mettre quand même 1 ou 2% sur de la crypto. Donc, je vais t'ouvrir un compte sur CoinHouse. Sauf que CoinHouse, l'aspect CGP, il n'est peut-être pas évident non plus. Et donc, tu n'as pas de rétro-commission. Tout ça, ça doit se mettre en place aussi. Et qu'est-ce que tu en penses de ça? J'ai 3 réponses par rapport à ça. La première, c'est que en fait, on parle toujours des CGP, des CGP. L'acronyme complet, c'est CGPI. Et I, c'est conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Et ils revendiquent tous cette indépendance. Tous.
Ils se disent: «Ouais, moi, je suis indépendant, moi, Baratin, on sait très bien qu'il voilà, a, je en suis vrai, on sait indépendant d'un réseau, je suis pas salarié de telle banque, de machin, et cetera, et cetera». d'accord. Et donc les mêmes qui te revendiquent ça, t'expliquent que: «Bah, ouais, mais tu comprends, je vais quand même faire plus d'assurance vie où je gagne mieux ma vie que si je fais de la crypto». Donc Non, mais déjà l'indépendance, ça, fondamentalement, ça me pose un problème. alors Et par je suis pas naïf en disant ça, je sais très bien ce qu'il en est. Je sais comment fonctionne. indépendant, ça ne veut pas dire ça. Indépendant, ça veut dire j'ai le choix de choisir mon partenaire de mes produits. Mais ce choix, il n'est pas forcément fondé sur les intérêts de mon client, il est aussi fondé sur ma rémunération en tant que professionnel. Mais j'entends ce que tu dis, il n'y a Ouais, pas de... ouais, ouais, mais je peux t'assurer que ce qui est dit au client, c'est que Oui, moi, mais je suis d'accord, indépendant pas et moi, là-dedans, je vais te donner le meilleur bien conseil sûr. au mieux de tes intérêts parce que blablabla. Bla, 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 bla. Donc, bon, Ok. ça, Bon, ça, nous, on n'est pas dupes de ça. Ok. voilà. J'évacue ce premier sujet, mais c'en est quand même un. Euh, le deuxième, Mais, pardon, hein, mais le banquier, il n'est pas étranger à ça. Le banquier, il est plus incentivé s'il te vend un produit plutôt qu'un autre. le banquier, c'est pire, il a des objectifs. C'est-à-dire que lui, Ouais, il doit faire 50 ouais, unités de tel produit dans l'année. Peu c'est vrai. importe à qui, peu importe comment. Enfin bon, C'est très vrai. Tu as raison. Tu as raison. et alors, ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, moi, tous peut-être pas, mais j'ai rencontré énormément de PSAN. Ils ont tous un modèle de rémunération, d'apport d'affaires, donc sur le volume d'affaires que tu apportes et aussi sur l'encours. C'est-à-dire que tu en as qui te rémunèrent parce que un PSAN, bah, comme tout acteur de la gestion de patrimoine ou financière, il prend des frais de gestion et sur ces frais de gestion, il y en a une partie qui est rétrocédée au conseiller en gestion de patrimoine. Donc le modèle économique, aujourd'hui, il existe. D'accord. Donc c'est pas enfin, au-delà du fait que normalement, ça ne devrait pas être un sujet, en plus, réellement, ça n'en est pas un. Puisque moi, les PSAN que je connais et ceux avec lesquels on travaille, ils rétrocèdent une partie des commissions au CGP, comme le font des sociétés de gestion classiques, traditionnelles, etc., etc. Le troisième point qui est un petit peu plus embêtant, c'est qu'avec la mise en place de MiCA, donc la réglementation européenne sur le market in crypto asset qui fixe les nouvelles règles très inspirées de la loi Pacte en France, blablabla. Dans MiCA, il est clairement écrit que si tu veux apporter du conseil sur les actifs numériques, tu dois être agréé MiCA. L'agrément MiCA, les CGP, ils vont pas aller le chercher. Peut-être que quelques-uns le feront, mais c'est pas du tout dans leur démarche, c'est pas du tout le principe du CGP. Donc ça veut dire qu'à partir du 1er juillet 2026, dans un an, les conseillers en gestion de patrimoine, ça veut dire deux choses. Un, ils sont plus censés faire de conseils, mais ça veut dire qu'ils ne sont même plus censés conseiller de dire bah, allez voir un tel qui vous fera, et surtout, bah, si tu ne peux pas faire de conseils, tu ne peux pas être rémunéré. Donc, 1er juillet 2026, ils ne toucheront plus rien. L'aberration du truc, c'est que bah, un ETP, un ETN, un EPCVM, c'est un produit financier traditionnel. Ils sont conseillers en investissement financier. Ils pourront continuer de conseiller ces produits-là. Mais ils ne pourront plus travailler avec des PSAN. Donc, l'argument qui est de dire je ne suis pas bien payé, il est vrai, mais avec 2 ou 3 ans d'avance de la part des CGP. Et donc, on est en train de voir, et là, c'est des travaux qui sont faits à la DAN et dans les chambres syndicales des CGP, la NACOFI, la CNCGP, etc., etc. On est en train de voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer cet état de fait, parce que sinon, on va se retrouver avec des clients de conseillers en gestion de patrimoine qui ne pourront plus être conseillés par leurs conseillers sur ce sujet qui est quand même un sujet qui mérite 2-3 conseils. Enfin, moi, tu vois, depuis le début de l'année, j'ai plus de CGP qui m'appellent parce qu'un client s'est fait arnaquer, a envoyé ses fonds et il est incapable aujourd'hui de les récupérer et il ne les reverra jamais, que de CGP qui m'appellent pour me dire j'ai un client qui veut investir dans la crypto, comment je peux faire pour l'aider. Donc, enfin, il y a quand même un sujet et on a mis en place une loi européenne qui dit bah non, on va définitivement séparer le conseil entre vos clients et vous sur ces sujets-là. Donc c'est un sujet. Enfin, voilà, on a interpellé l'AMF sur le truc, etc., etc. Mais ça va poser un certain nombre de problèmes. Mais de dire qu'aujourd'hui j'en fais pas parce que je vais pas être payé, c'est pas vrai. Ouais, non, mais en fait, je pense que c'est pas une question de je vais pas être payé, il y a une question, je pense, de méconnaissance par rapport au circuit habituel où tu as l'habitude d'avoir les assureurs établis
Allianz, Generali, Ouais, AXA. Et c'est vraiment une question, je ne dis pas que c'est le cas, je dis que c'est les idées reçues que j'ai de la part d'amis qui sont dans le métier et qui me disent ouais, mais moi je ne sais pas par quoi passer, puis sinon je vais lui conseiller d'aller chez Binance, mais comment je gagne ma vie là-dessus. Donc je le fais par sympathie, je le fais aussi parce que j'y crois vraiment, mais concrètement, voilà. Et donc peut-être aussi il y a une question de communication de la part des acteurs du marché, des PSAN en l'occurrence, pour aller justement j'allais dire infiltrer ce réseau de CGP et d'aller leur dire, d'ailleurs pour le coup c'est dans leur intérêt complet. Moi je parle avec des PSAN tous les jours et ils me disent allez taper le retail en direct avec la concurrence qu'on a. On ne gagne pas d'oseille. En plus, c'est trop cyclique, c'est une horreur. Donc, le seul moyen, c'est le B2B. Le B2B, soit tu leur proposes une offre dédiée, bon, je ne rentre pas dans le détail, soit effectivement, moi, ça, j'y crois et je le prône depuis que j'ai commencé la crypto, puisque c'est mon métier de base, de dire mais les gars, mais les CGP, c'est les meilleurs prescripteurs de la crypto. Encore faut-il derrière, évidemment, qu'ils aient les moyens, la structure, le cadre réglementaire, le droit. Il y a plein de conditions. Et on revient, et qu'ils aient compris, et qu'ils n'aient pas peur, parce que conseiller un produit à son client où tu vas l'acheter 100 et 2 semaines après, il est à 70, Totalement. C'est dans la gestion de patrimoine. Normalement, c'est pas trop comme ça que ça se passe. Mais tu vois, ça dépend encore une fois de ton conseil. Moi, j'ai eu des clients pendant des années à qui je vendais des produits, des propositions patrimoniales, etc. En fait, à partir du moment où tu dis au gars, je te préviens, c'est ultra volatile pendant toute la durée de ton investissement, ça va monter, ça va baisser, mais le plus important pour toi, c'est de ne pas toucher Bon, et l'assurance vie, c'est pareil. Tu dis à ton client, touche pas pendant 8 ans parce que sinon, tu vas payer des impôts sur tes plus-values. Et donc, si dans ton conseil, tu as été clair là-dessus, si le mec il t'appelle 3 ans après en disant je veux faire un retrait, mais comment ça se fait, je paye des impôts? Bah, frérot, je t'avais dit, c'est 8 ans, si tu veux, pas d'impôts, juste tu paieras les prélèvements sociaux. Ouais. Bon, ça, je suis 100% d'accord avec toi. Ouais. C'est juste que dans l'approche, un conseiller en gestion de patrimoine, s'il peut s'affranchir de toutes ces problématiques-là, il ira vraiment parce que son client le pousse et pas encore l'inverse. Oui, parce qu'il n'a peut-être pas de demande pour l'instant massive de la part de ses clients, mais quand ça viendra, le CGP, soit il est préparé et sa boutique, parce que les CGP, ils sont indépendants, mais aussi ils font souvent partie de réseaux. Bon, c'est pas juste un gars tout seul. Bon. Mais si le réseau en question et le cadre n'est pas fixé, comment il va répondre à cette demande qui va grandir? Soit il va lui dire je ne fais pas, soit il va lui dire bon vas-y, je te paye, tu me payes des honoraires et je te dis comment créer un compte Binance et tout, mais là tu es dans une zone grise parce que tu n'as pas vraiment c'est compliqué. Soit c'est à vous. Je te responsabilise, hein, bien sûr, mais c'est la DAN, c'est les PSAN, c'est des KLP de montrer des bonnes pratiques et de créer un cadre pour que le moment venu, tout soit prêt. Mais bon, j'ai toujours, moi, si on ne le fait pas, il y a d'autres qui le feront à notre place. Hein. Oui, et en fait, mais ça, je suis d'accord avec toi. Nous, c'est ce qu'on fait depuis 4 ans chez DLPK et Norcia. On fait de la pédagogie, on fait de la culturation, on présente des produits, on explique avec Conhouse, avec AlphaCap, avec Rufiji, avec les acteurs du marché, avec Cyril de Mélanion, avec Yves de Tobam, avec Financière d'Arbevel, voilà, on fait de la culturation au sens. Vous faites le taf, hein, je ne dis pas que vous ne faites pas. Mais c'est toujours ce que je dis. Moi, mon point de départ, il est il y a 4 ans. Et il y a 4 ans, on avait une vision à 5, 8, 10 ans. Et donc, comme on a démarré il y a 4 ans, notre vision à 5, 8, 10 ans, il reste 1 an pour être à 5 ans, etc. Ceux qui démarrent aujourd'hui, ils vont avoir la même inertie que nous sur ces différents sujets-là. Donc, on considère qu'on est quand même plutôt pionnier sur le sujet. Et oui, quand un conseiller en gestion de patrimoine se pose la question de la crypto, il a souvent le réflexe de m'appeler moi, ou d'appeler Norcia, ou d'appeler DLPK, et puis certains de ses collègues qui sont connus sur le sujet. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie expertise qui s'est développée dans le groupe DLPK sur le sujet pour les conseillers en gestion de patrimoine. Ouais, non, mais c'est bien, mais c'est vrai que pour le coup, c'est vrai que c'est pas connu DLPK. Donc, à moins que tu sois dans le… Non, mais je ne dis pas que ça a vocation à l'être, mais quand même. Est-ce qu'effectivement, là aussi, je veux dire, en tant que CGP, est-ce que vous, par exemple, DLPK, vous allez
c'est quoi votre marge de scalabilité pour que ça devienne plus important? Parce que les réseaux de CGP, je connais des réseaux de CGP où il y a 300 mandataires qui font du conseil. Et comment ces gens-là, ils vont s'y mettre finalement? Est-ce qu'il faut qu'ils fassent un partenariat avec vous, ou est-ce qu'il faut qu'ils développent leur truc de leur côté, ou est-ce que chacun finalement bosse un peu en isolé? C'est quoi la marge de progression des Ouais, réseaux de CGP? la marge de progression, elle est gigantesque. Si tu as, honnêtement, peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelques dizaines de CGP qui sont vraiment proactifs sur le sujet des cryptos. Je sais pas, il y a 5-6 000 CGP référencés en France. Donc, tu imagines la marge de progression, elle est colossale. Et donc, nous, notre travail, mon job à moi, c'est les prises de parole dans des tables rondes, dans des webinaires internes, sur les différents plateaux télé dédiés à la gestion de patrimoine. C'est d'aller faire des interventions chez les CGP et en cabinet pour leur expliquer ce que c'est que ces produits-là, pour leur expliquer comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut investir en 2025, avec quels partenaires, ce qu'il faut, les pièges à éviter. Vous allez bosser sur un produit en marque blanche, par exemple, que vous allez Non. Si tu veux, notre métier, c'est vraiment on prend ce qu'il y a de meilleur chez les autres et on agrège ça à une solution. Donc aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse principalement, alors je passe sur les produits classiques, OPCVM, ETP, ETN, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse, parce qu'on considère que c'est la bonne approche du point de vue de la gestion de patrimoine, c'est la gestion sous mandat. Pourquoi la gestion sous mandat? D'abord parce que c'est quelque chose que le CGP et son client comprennent, quel que soit le sujet. Tu peux faire de la gestion sous mandat en assurance vie, tu peux faire de la gestion sous mandat sur un compte titre et tu peux faire de la gestion sous mandat en crypto. Et le principe, c'est que tu confies 10 000, 50 000, 100 000, 500 000 euros à un gérant dont c'est le métier, qui fait que ça, H24, 7 jours sur 7, et qui va s'assurer que ton portefeuille se comporte, si possible, mieux que le marché. Mais voilà, et surtout, c'est ce qui permet de créer de la valeur ajoutée. Parce que le métier d'un gérant, c'est de faire mieux que les marchés. Et sur ce mieux du marché, ça génère de la valeur et tu peux redistribuer cette valeur à l'ensemble de la chaîne. Parce que si tu as un client, t'imagines la chaîne, tu as un client qui demande à son CGP, qui demande à Norcia, qui demande à un PSAN, qui demande à un market maker, qui demande à un fournisseur de liquidité, qui demande à un machin d'acheter du Bitcoin. Soit tu vas mettre 4% de frais au client pour rémunérer toute la chaîne et c'est aberrant, soit personne ne va se rémunérer, donc personne ne va vouloir travailler. Donc le sujet, il n'est pas seulement de dire, je fais toujours le parallèle, je veux dire, un CGP, est-ce qu'un CGP, c'est son métier de lui dire achète à son client, achète du LVMH? Ça c'est un autre métier, c'est un métier de gérant privé. Le CGP, il va dire, écoute, je pense que là, les marchés sont bas, c'est le moment d'investir dans le CAC 40. Et pour investir dans le CAC 40, il va soit prendre un OPCVM ou un tracker CAC 40, soit il va confier l'argent de son client à un gestionnaire, à un gérant, qui fait de la gestion sous mandat et qui va sur les marchés actions, France, Europe, etc., etc. Donc, dans la crypto, dans une approche gestion de patrimoine, nous, on est plutôt partisans de cette approche-là. Ouais, je vois. Non, mais moi, je pense, tu vois, pour le coup, qu'il faudrait faire un produit en marque blanche. Moi, j'ai vu ça, par exemple, dans le secteur de la complémentaire santé ou ce genre de choses, où tu as un courtier grossiste. Tu vois, je te parle de trucs que tu connais peut-être, tu vois, où en fait, tu fais un produit avec à l'intérieur des produits structurés ou des OPCVM ou des produits négociés en bourse qui sont indexés sur du Bitcoin ou des cryptos ou ce genre de choses. Ça existe déjà, hein. Et en fait, tu le fais, produit innovation, et puis tu le mets en marque blanche et tu le distribues à tous les réseaux de CGP. Et ça, c'est hyper scalable. Tu as un courtier grossiste, entre guillemets, qui s'occupe de toute la partie compliance et tout, et surtout d'aller former les courtiers. Voilà. Encore une fois, moi, c'est comme ça que je le ferais, tu vois. Alors, peut-être c'est utopique, mais vraiment, si tu veux infiltrer les réseaux CGP avec la crypto, pour moi, tu es obligé de sortir une offre phare et après, chaque courtier, il met sa marque dessus, mais à l'intérieur, c'est à peu près le même produit, quoi. Est-ce que ça, c'est un truc qui peut exister ou pas du tout? Ouais, nous, c'est ce qu'on a fait, si tu veux, il y a 3 ans et demi maintenant. On a lancé Norcia Crypto. Tu vois, on avait Norcia Life sur l'assurance vie, Norcia Invest sur le bancaire, Norcia Imo, Norcia Protect sur la prévoyance, etc., etc. Et on a lancé un Norcia Crypto. Et dans Norcia Crypto, on avait agrégé
ce dont on parle depuis tout à l'heure, les OPCVM, les ETP, les ETN, de la gestion sous mandat, etc. etc. Et on a lancé Norcia Crypto le jour de la faillite d'FTX. Ouais, mais vous abusez aussi. Hein. Et donc, ça n'a pas bien pris. Avec qui j'ai parlé. Tu connais Six Monks? Ouais. Et ben, eux, ils ont fait. J'ai interviewé à l'occasion d'une conférence et il me raconte un truc un peu équivalent. Il me dit le jour où on doit passer en commission à Bruxelles, parce qu'eux, ils sont basés au Luxembourg, je crois. C'est ça, c'est luxembourgeois, hein, non? Qui sont luxembourgeois, oui. Ils doivent passer en commission face à une autorité hyper importante, je ne sais pas quoi, pour être agréés, pour avoir le droit de distribuer. Enfin, ils font de la gestion de fonds, je crois. Oui, oui. Et c'est les seuls à être agréés pour faire de la crypto ou intégrer des produits crypto. Bref, et il me dit le jour où on doit faire la commission pour faire agréer notre produit, FTX s'est pété la figure soit le jour même, soit 2 jours avant. Quoi. Ouais, donc, nous, pareil. Ouais. Bon, entre-temps, le marché s'est relevé, Trump est arrivé, et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on recommence ou est-ce qu'on fait autrement? Nous, on recommence. Enfin, si tu veux, on n'a jamais baissé les bras et de toute façon, on les baissera jamais sur le sujet. Tu vois, moi, j'ai passé toute l'année 2023 avec des CGP qui me disaient putain, Laurent, ça n'arrête pas de baisser, ça n'arrête pas de baisser. Et je leur disais profitez-en. Et quand Bitcoin est tombé en dessous de 20 000, tout le monde m'a dit non mais tu vois ton truc ça va à zéro, c'est mon truc, déjà c'est pas mon truc mais ça va à zéro, c'est mort, c'est machin. Et moi je leur ai dit mais moi si j'étais vous, vraiment j'en profiterais parce que du Bitcoin à moins de 20 000 $, ouais peut-être qu'il va aller à 12 et puis peut-être qu'après il ira à 8 mais dans ce cas-là je vous dirais que du Bitcoin à moins de 10 000 c'est cadeau quoi. Et puis il me dit ouais je sais pas trop, je sais pas nanana. Et puis quand c'est reparti à 22 000, il m'appelait. Non, mais je vais attendre, il va redescendre un peu là. Et puis à 24, et puis machin. C'est du particulier comme les autres, quoi, en vérité. Ouais, voilà. Et donc c'est. Il n'y a pas de vision. Mais en même temps. Et puis après, à l'inverse, tu vois, 2024, c'est remonté trop vite presque. C'est allé trop vite pour les CGP. Et c'est vrai quand on est revenu. Là où tu vois qu'ils ont eu un raisonnement comme ma mère, j'allais dire. Ouais, mais oui, mais leur métier, c'est d'avoir une vision sur le potentiel d'un actif. Et en fait, ils ont réagi exactement comme ma mère ou ma sœur à qui j'ai dit acheter et qui ont commencé à m'appeler en fin 2024 quand Bitcoin était à 80 000. Tu mettais 10 000 € quand Bitcoin était à 17 000, tu as 60 000 € aujourd'hui. Ouais. Non, mais pour ça, pour voir, évidemment, c'est toujours facile à la fin du film de dire je savais c'était qui le méchant, mais surtout si tu n'as pas compris ou alors si tu n'as pas fait l'effort de comprendre. Alors, je parle vraiment que de Bitcoin, parce que le reste, quand même, très soumis à la spéculation et on ne sait pas si dans 5 ans, aucune des autres cryptos ne sera toujours là. Bon, mais Bitcoin, c'est différent. Et si tu n'as pas fait l'effort de comprendre les fondamentaux, les différents cas d'usage, l'enjeu géopolitique, stratégique, etc. Et ça, je ne suis pas sûr que tu peux l'apprendre à quelqu'un en l'espace d'un déjeuner d'1 heure. Ouais, mais tu vois, ça, je suis d'accord. Mais ce que j'explique, quand on me posait la question, au-delà d'expliquer, et encore une fois, je suis d'accord avec toi, on parle de Bitcoin. Au-delà des fondamentaux de Bitcoin, c'est-à-dire au-delà de la rareté, le réseau de réseau de paiement, l'incensurabilité, au-delà de tous ces fondamentaux-là. Toute l'année 2024, j'ai expliqué, vous avez les ETF qui arrivent, qui est 2023, pardon. J'ai expliqué, il y a des ETF qui arrivent. Il y a le halving qui arrive. À la fin 2024, on expliquait, voilà, il y a des États qui vont constituer des réserves de valeur. Vous avez de plus en plus d'entreprises qui achètent du Bitcoin. Et donc, le discours était de dire, vous avez une pression acheteuse qui est de plus en plus importante, et ça, c'est factuel, c'est macroéconomique, et vous avez l'offre qui va être divisée par 2
à un instant T. Je veux dire, mécaniquement, fallait pas être grand clair pour se Mmh. dire: «Je vais peut-être mettre un petit billet sur le Maintenant, sujet». en 2023, tout ça n'est pas si clair quand il tombe à 17 000. On n'en est pas là à ce moment-là. À ce Non, non, moment-là, mais là, j'adore. je te parle fin 2023. Mais On savait que les ETF arrivaient, on oui, savait que le halving arrivait, on oui. savait, je veux dire, Le côté réserve stratégique, à ce moment-là, elle vient après, ouais, elle bien, vient après, moins mais quand Trump en parle en juillet à Bitcoin, à Nashville. Avant ça, il n'y a que le Salvador et Bhoutan, mais eux, ils le minent, c'est différent. Donc, mais sur le reste, je te rejoins complètement. Il y ouais, a des signes, évidemment. et donc moi, je disais simplement, voilà, si on est un financier, heu, j'ai un truc dont la demande va exploser Mm. et l'offre va être divisée par 2. Bah, Mais parce qu'en fait, les CGP, en vérité, mécaniquement, il y a pas grand risque à en acheter, tu vois? Enfin, les CGP à qui tu parles, on les nomme surtout pas, hein, mais en fait, c'est des commerciaux, c'est des vendeurs de produits financiers, ou est-ce que vraiment c'est non, non, des. non, euh, c'est des gens qui, heu, c'est des gens qui ont une vraie réflexion et qui ont ce besoin impératif de comprendre avant d'engager l'argent de leurs clients. Et ça, je le comprends. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui me dit: «Écoute Laurent, Bitcoin, je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre et donc c'est compliqué pour moi de dire à mon client, d'y aller». Cette réflexion-là, je l'entends. Et j'ai pas de sujet. Et c'est pour ça que si tu dis: «Bah, OK, mais regarde ce qui va se passer» et là même si tu as pas compris le sous-jacent, comprends qu'il va y avoir, une pression à l'achat et une baisse de l'offre, tu vois? Ça, c'est clair à comprendre. Ouais, mais c'est compliqué et cetera et cetera. Et puis après, j'en reviens à ce que je disais, un CGP depuis 2 ans, il est dans un contexte macroéconomique qui est quand même très particulier. Heu, Chômage bas, taux haut, inflation, machin, en gros, les indicateurs macroéconomiques, ils sont pas alignés. Ils sont pas censés être tels qu'ils sont là dans les efforts traditionnels. Et parallèlement à ça, ils ont des fonds en euros bonusés à quasiment 5 pour leurs clients. Et donc là, tu es en ultra garantie et des produits structurés où tu peux avoir des capitaux quasiment garantis qui vont te rapporter, allez, peut-être un petit peu plus, 6, 7, et cetera, et cetera. Ils ont vu l'immobilier s'effondrer, et ça, on ne s'en rend pas compte, mais c'est aussi traumatisant parce que putain, l'immobilier, c'est quand même censé être le truc qui est hyper résilient, hyper machin. Et donc les CGP, ils doivent expliquer à leurs clients, bah ouais, ça fait 20 ans que vous faites de l'immobilier et puis là, ça se pète la gueule. Et ouais, on en prend une un peu sévère et je peux pas vous dire combien de temps ça va mettre à remonter parce que ça va être très long. Et donc, moi, quand je regarde tout ça, je me dis, bah, putain, c'est l'occasion d'aller sur Bitcoin, parce que Bitcoin, c'est ce qui va t'apporter de la performance supplémentaire. Mais parce que moi, ça fait des années que j'étudie Bitcoin, ça fait des années que je regarde, ça fait des années que je comprends. Mais eux, le CGP, ils voient, non, ça va être un truc de plus à expliquer à mon client, compliqué, et je ne suis pas à l'aise pour le faire. Tu vois, donc c'est toute cette réflexion-là qu'il faut aussi intégrer. Moi qui et pour autant, je vois des CGP, et là pour le coup, on peut les citer parce qu'ils sont, ils sont un peu connus. Louis-Alexandre de Froissart, Anthony Calchi, Ouais. Cédric Martin, Bruno Delpeux sont des CGP qui font qui font de la gestion de patrimoine et qui ont vraiment intégré la Ouais. crypto dans le raisonnement de leurs clients. Ouais, OG, ça, Non, mais donc c'est possible. c'est pas le Ouais, CGP, OG, quoi. pas tous si tu veux. C'est aussi possible de le faire. Ça demande un peu d'effort intellectuel. J'entends. Mais Ouais. Non, non, mais encore une fois, moi, je pense qu'on partage la même ambition. C'est de faire en sorte que ça devienne une option normale. Moi, c'est ouais. juste ça. L'idée, c'est pas de dire aux gens il faut investir dans Bitcoin, mais c'est qu'à un moment donné, si tu veux le faire, bah, tu sois pas juste obligé d'aller sur Binance ou sur une autre plateforme, mais que tu puisses le faire par les circuits plus traditionnels. Et surtout, encore une fois, quand on voit aujourd'hui les États-Unis l'avance qu'ils sont en train de prendre sur la financiarisation des actifs numériques. En Europe, au contraire, on est en train de mettre des bâtons dans les roues. On promeut plutôt un euro digital que des stablecoins. Enfin, voilà, en vrai, on a quand même Ouais. une vraie différence de méta. Et puis les solutions existent, tu vois, les 3 que je t'ai cités, Louis-Alexandre, Anthony et Cédric, ils font tous les 3 des choses hyper intéressantes et tous les 3 avec des acteurs
PSAN français complètement différent. Donc les solutions existent pour travailler et pour faire des choses hyper pertinentes pour ses clients. Mais il faut avoir une conviction et il faut creuser le sujet, quoi. Ça demande un peu d'effort, effectivement. Je vois. D'ailleurs, à ce sujet, au niveau géopolitique, entre guillemets, toi, comment tu as appréhendé la campagne de Trump, son élection et surtout son investiture? Est-ce que tu penses que ça va dans le bon sens vraiment au niveau de la démocratisation des cryptos? Je parle au niveau géopolitique parce que pour moi, il a levé un verrou quand même. Les États-Unis, on parle de réserves stratégiques, on dérégule, ou en tout cas, on fait une pause dans la surrégulation, etc. Comment toi, tu appréhendes ça et comment tu penses que l'Europe va pouvoir se positionner là-dessus? C'est un sujet que j'aimerais discuter avec toi. Moi, ce qui m'intéresse dans ce qui se passe aux États-Unis, honnêtement, c'est pas tellement les promesses d'un candidat, quel qu'il soit, parce que on sait ce que sont des promesses de campagne, surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut bien comprendre, enfin, en France, on a une vision très partisane, au sens, on va avoir des convictions qui vont plutôt nous pousser à voter pour un parti plutôt qu'un autre. Aux États-Unis, tu votes pour ta gueule, vraiment. Enfin, j'ai beaucoup d'amis qui vivent là-bas, mon frère vit là-bas. Ils te disent, à un moment, tu vas prendre le truc qui t'intéresse dans le programme d'un candidat et tu vas voter pour lui. Et ça veut dire que donc en campagne, quand Trump va à la conférence Bitcoin, il fait des promesses pour que les gens qui sont pro-Bitcoin et pro-crypto votent pour lui. Et puis après, on verra bien les promesses. Donc, après, Trump, oui, a cette capacité à faire un peu voler en éclats l'ordre établi de manière pas toujours très élégante et pas toujours posée. Mais moi, ce qui m'intéresse dans les élections américaines, parce qu'il y a la présidentielle, mais il y a les 2 chambres également qui ont été renouvelées. Et là, il y a énormément de représentants, que ce soit au Sénat et que ce soit à la Chambre des représentants, pardon, qui sont des candidats plutôt pro-crypto. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que c'est comme si en France, tu vois, aux dernières législatives, on avait eu 30 ou 40% de députés élus qui étaient des députés qui avaient derrière eux clairement des positions très favorables aux cryptos. Et pour moi, c'est ça qui change vraiment la donne. Ça veut dire que derrière, les politiques qui seront votées, ça veut dire derrière que les administrations qui sont en place, ça veut dire derrière que les autorités de contrôle, la SEC et autres qui sont en place, vont forcément être influencées et mises sous pression par rapport à cet électorat. Et là, le message est clair, c'est-à-dire que les électeurs ont voté pour un candidat qui s'était clairement déclaré pro-crypto et pour des représentants au Sénat et à la Chambre, qui eux aussi sont clairement pro-crypto. Donc ça donne une dynamique politique, réglementaire et forcément business, parce que derrière, pourquoi ces gens-là ont été élus? C'est aussi parce qu'ils sont soutenus par les grands entrepreneurs de la crypto qui ont fondé les différentes campagnes. Et ça veut dire que le système fait qu'aux États-Unis, quand tu as aidé un candidat, que ce candidat est élu, le but, c'est qu'il te renvoie l'ascenseur en mettant en place une législation qui soit favorable à son secteur d'activité. Il faut comprendre ça du système américain. Et donc, ça veut dire que le business, ils vont être axés business, 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 avec tout le pragmatisme qui est le leur. Honnêtement, les Américains, regarde ce qui se fait au Texas sur l'électricité. Il y a 3 ans, je crois, le Texas a coupé tous les mineurs en disant non mais attendez, là c'est trop le bordel, je coupe tout. Il dit vous arrêtez. Ils les ont payés pour compenser, parce que c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Et après ils se sont dit bon, par contre on va se mettre autour de la table et on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour vous nous aider à réguler tout ça. Et ils ont mis en place ce système de faire tourner l'ensemble des centrales à 85 ou 90%, et avec les mineurs qui font la régulation et qui diminuent, qui augmentent leur capacité de minage en fonction de la demande d'électricité de la population, des autres industries, etc., etc. Et ça, c'est du pragmatisme bête et méchant, et qui sert l'intérêt collectif. C'est aussi, faut jamais perdre ça de vue aux États-Unis, c'est qu'il y a une notion d'intérêt collectif qui est parfois un peu mieux défendue. Alors c'est une vision très capitaliste, très business, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui fait les champions américains, les entreprises qui vont se développer, elles sont déjà bien supérieures pour la plupart aux entreprises européennes.
Et effectivement, quand je vois ce qui se passe avec Mika, avec TFR, avec l'euro numérique, avec toutes les restrictions autour des stablecoins, ouais, je suis pas très confiant pour nos économies et pour nos belles startups et belles licornes de l'écosystème. Il y a plein de choses que tu as dites sur lesquelles on va essayer de rebondir un peu. Il nous reste 10 minutes, c'est parfait. D'abord, un petit point définition pour être sûr que tout le monde saisisse. Hein. Donc, MiCA, c'est le règlement qui entoure le marché des actifs numériques dans l'Union européenne. TFR, c'est le règlement Travel Rule qui oblige les acteurs crypto à tracer les transactions et à surtout prendre les informations des récipiendaires et des destinataires et des récipiendaires, celui qui envoie et celui qui reçoit. Exactement. Voilà. Et puis voilà. Alors après, c'est vrai que sur ta vision des États-Unis, elle est intéressante. Tu oublies le côté patriotique, c'est-à-dire que là où tu dis qu'ils pensent à eux-mêmes, etc., c'est pas juste du côté business, c'est aussi que la promesse de Trump, ça a été vraiment Make America Great Again. Et l'idée, c'est vraiment que les États-Unis vraiment défendent leurs intérêts, mais en tant qu'État, en tant que nation. Pas seulement les businessmen, les hommes d'affaires, même si évidemment ça passe par là, on va pas se mentir. Aussi, il y a aussi un enjeu géopolitique, je pense, qui est important, et ça, Trump ne cesse de le dire, et je pense qu'il a raison là-dessus, c'est que ça, ou pas suffisamment, la Chine le fera, et que son gros concurrent, c'est la Chine, que ce soit sur les cryptos, mais aussi sur l'intelligence artificielle, qui est le deuxième sujet d'innovation, entre guillemets, du moment. Mais voilà. Et après, derrière, effectivement, il y a aussi, je pense, un effet miroir. C'est-à-dire qu'après la surréglementation de la précédente administration de la SEC, il y a un ras-le-bol des acteurs qui fait que, tu sais, c'est comme un élastique. À force de tirer la surrégulation, là, on est plutôt à une dérégulation max. Mais il peut y avoir un autre effet miroir. C'est-à-dire que si on dérégule complètement et qu'on a de plus en plus de dérives de ce côté-là, on peut avoir, lors du prochain mandat ou celui d'après, on ne sait pas, au contraire, un retour massif de la régulation. Et c'est comme ça que ça va se stabiliser. Je pense comme une balle de ping-pong, Ouais. tu vois. Mais encore une fois, ce sera fait avec tout le pragmatisme des Américains. Ah oui, alors ça, je te rejoins. Là où nous, le réel, il est complètement oublié par l'Europe et par etc. Quand regarde l'exemple de donc RGPD, donc le Règlement général de la protection des données, qui vient nous expliquer que les blockchains publiques vont être interdites en Europe parce qu'on ne peut pas effacer les données. Je comprends le raisonnement qui amène à cette conclusion-là. Elle est déconnectée de la réalité, mais enfin, c'est lunaire, c'est complètement, enfin, c'est aberrant. Et on est en train de perdre un temps pas possible à monter les groupes de travail, à la DAN notamment, pour aller développer des argumentaires et expliquer aux régulateurs européens pourquoi il ne faut surtout pas faire ça. Et en attendant, on ne fait pas de business, parce que quand on fait ça, on fait vraiment pas de business. Et donc, il y a une déconnexion des sujets. Enfin, la BCE qui découvre les stablecoins, c'est que du dollar. Pourquoi on n'a pas des stablecoins euros ? Parce que tu n'en veux pas. Parce que dans MiCA, tu as écrit qu'un stablecoin en Europe, il ne pouvait pas se développer comme les stablecoins se développent. Et donc, on rappelle, juste pour être précis, si tu permets, hein, Laurent, parce que tout ce que tu dis, je te rejoins complet et franchement, on a la même vision. Mais sur un stablecoin dans l'Union européenne avec MiCA, c'est, corrige-moi si je me trompe, mais on ne doit pas être très loin de ça. Il faut qu'il y ait 60% des réserves qui soient en euros et il faut que les fonds, donc le backup, la réserve en fait qui back le stablecoin, il faut qu'il soit déposé dans entre 6 et 10 banques. Je ne sais plus exactement quel chiffre, mais en gros, il faut que ça soit déposé entre 6 et 10 banques de l'Union européenne. De l'Union européenne. Tant et si bien que déjà en trouver une qui est pro-crypto, c'est compliqué. Alors on va en trouver une dizaine. Tether a décidé d'ailleurs de ne pas opérer en Europe. Parce qu'ils ne croient pas dans l'euro. Oui, et puis ils n'ont pas besoin de l'Europe non plus, tu vois. Le marché européen qu'on nous vend comme étant le premier marché mondial du monde à côté duquel personne ne saurait passer, Tether, pour moi, c'est la première fois que j'entends une entreprise un peu importante, tu vois, dire ouvertement on peut se passer du marché européen. Ça a l'air de rien, mais tu as déjà vu, toi, un Apple ou une autre boîte, une grosse boîte tech ou n'importe quoi dire
l'Europe, on s'en fout. Non. Et mais ça, pour moi, ça écorche ce narratif qu'on veut nous dire que de toute façon, l'Europe est incontournable parce que c'est le premier marché du monde, parce qu'on a 450 millions de personnes qui gagnent correctement leur vie. Ça, c'est pour moi, hein, c'est un changement de paradigme qui est massif, qui peut en mener à d'autres. Hein. Ouais, et il y a ça. Et puis, et je vais te dire, sur les stablecoins, s'il n'y avait que ça comme problème et comme frein, Oui, il y a aussi le fait que tu ne peux pas faire de yield, tu es limité en nombre de transactions, et donc, juste un chiffre, et encore une fois, c'est pas SG Forge, donc filiale de Société Générale, a pris l'initiative de lancer son stablecoin euro, etc. Ils sont à 42 millions de market cap sur le stablecoin euro. Et donc, il n'y a aucune puissance commerciale, financière. Et d'ailleurs, il y a aussi un élément qui est dû à l'euro, et j'en parlais hier avec un ami, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que de toute façon, 88% des transactions dans le monde se font en dollars. Bon, déjà. Ouais. L'euro, en tant que monnaie, n'est utilisé que dans l'Union européenne, enfin que dans la zone euro, pardon. C'est-à-dire qu'en dehors de la zone euro, personne n'utilise l'euro. D'ailleurs, la dernière fois qu'un pays a voulu utiliser l'euro pour échanger du pétrole, ça s'est mal passé pour lui. CF, l'Irak. Bon, donc il y a plus de chances que des gens qui veulent contourner le dollar utilisent le yuan ou une autre monnaie que l'euro en lui-même. Donc, en fait, c'est ça le truc, c'est que déjà, il n'y a pas de demande sur l'euro, à part ceux comme nous qui n'ont pas le choix de l'utiliser. Donc, pourquoi il y aurait une demande en stablecoin euro? Ou alors, il faut infiltrer les institutions qui sont obligées de commercer en euros et leur vendre l'alternative du stablecoin par rapport à l'euro normal, mais en face, tu as l'euro numérique. Donc, comment un stablecoin euro peut évoluer? Je te pose la question, moi, je n'arrive pas à trouver la réponse. Il peut pas dans le contexte actuel. Mais de la même manière que dans le contexte actuel, SG Forge lancerait un stablecoin en dollars, ils n'auraient pas plus de succès que leur stablecoin en euros. Peut-être un tout petit peu plus, mais le problème, il va bien au-delà. Et l'euro numérique, je rappelle que les banques commerciales n'en veulent pas. Les particuliers n'en veulent pas, et ça, c'est une étude de la BCE qui le dit. Hein. Oui, c'est pas moi, c'est pas la DAN, c'est pas l'écosystème. Personne n'en veut. Répondu là récemment là-dessus dans une vidéo qui tourne en ce moment sur les réseaux. Lagarde, elle répond et elle dit oui, mais c'est important de contrôler les montants et je vais vous dire, au-dessus de 1 000 euros, en tout cas, ce sera contrôlé. On va essayer, écoute ce qu'elle dit, hein, on va essayer que les montants plus faibles de 3 à 400 ne soient pas contrôlés. Mais on se souvient qu'à l'époque, les financements des attentats du Bataclan ont été faits avec des micro-paiements. C'est-à-dire que, regarde, juste pour aller pour contrôler. Encore une fois, c'est une déconnexion du réel. Complète, mais bon. Écoute, Laurent, en tout cas, je t'avoue que j'avais prévu, mais comme souvent, hein, plein de questions, plein de sujets. En fait, on n'a rien fait de ce que je voulais. Et pourtant, j'ai passé un merveilleux moment. On a parlé de plein de trucs hyper intéressants. Je crois qu'on aurait pu passer encore 1 heure de plus. Mais on se refera ça, en tout cas. Qu'est-ce que je peux te souhaiter là pour les prochains mois avec DKLP? On n'a pas beaucoup parlé de la DAN, mais bon, tu reviendras dans l'émission. Mais ouais, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à la DAN et à DKLP pour que ça aille dans le bon sens? Alors, ce qu'on peut souhaiter, alors c'est DLPK, mais effectivement, t'inquiète, tout le monde. Non, mais DLPK, écoute, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de continuer notre croissance et notre leadership à destination des conseillers en gestion de patrimoine, avec une montée en puissance du fameux Norcia Crypto et des actifs crypto, non pas parce que je suis pro-crypto, mais parce que je reste convaincu que dans une allocation patrimoniale, ça fait du sens et c'est important. Et côté ADAN, écoute, on a la nouvelle présidence de Stanislas Barthélémy qui se met en place, qui fait d'ores et déjà un excellent travail. Et je souhaite qu'on puisse continuer, à développer le nombre de membres, les ressources de l'association pour avoir encore plus de moyens, pour faire plus de business et pour être assis à encore plus de tables. J'avais dit dans une interview que l'héritage, notamment de Faustine et de sa présidence, c'est que l'ADAN aujourd'hui est un acteur incontournable
quels que soient les sujets, que ce soit les acteurs publics, politiques, les régulateurs et autres. Et il faut que sur des aspects business et internationaux, on soit assis à un petit peu plus de table. C'est aussi ma responsabilité en tant qu'administrateur et vice-président. Donc, j'y travaille quotidiennement avec mes collègues du conseil d'administration. Eh ben, écoute, c'est ce qu'on te souhaite. Voilà, c'est le pire qu'on te Voilà. souhaite et puis, bah, Stéphanie, merci beaucoup. Et un petit coucou à pppl.bzh. Donc, je ne sais pas qui est derrière le pseudo. Mais voilà, ex-collègue, toujours Arkia, sur Avenir, CMB et aujourd'hui Arkia Asset Management. Écoute, avec plaisir pour se recroiser à l'occasion. Et un immense merci à toi, Jérémy. merci J'ai passé un Laurent. super moment. Eh ben, écoute, on se refait ça bientôt avec grand plaisir. On a tellement d'autres sujets à aborder ensemble. Belle continuation à toi et puis merci d'être passé sur la chaîne. À Avec bientôt. grand plaisir. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao.